forcément des influences, mais je pense que les influences sont plus musicales. Ce serait plus musical, euh, bien que l'Africain, justement, et l'affiliation africaine n'est pas acceptée ou forcément même connue parfois, hein, mais la manière de vivre et encore la manière d'éduquer ses enfants, les relations sociales sont empreintes de l'Afrique. Et l'Amérique a une influence, oui, mais je ne pense pas plus que la France, pas plus que d'autres pays, puisque aujourd'hui, avec la télévision, les médias, les frontières sont ouvertes et on peut puiser un peu partout des manières de vivre ou de penser. Mais je pense que chez nous, la manière africaine est encore plus vivace que l'Amérique. Chaque dimanche à 19h GMT, soyez branchés sur le 3xAfrique2050.com au rendez-vous médiatique dans l'émission L'heure de vérité d'Afrique 2050. Docteur Jean-Aimé Mouketchou reçoit en direct celles et ceux qui font l'actualité politique, diplomatique, économique, sociale et culturelle de l'Afrique et dans d'autres continents avec un panel riche des intervenants. Pour nous écouter en direct, c'est le 3xAfrique2050.com. L'émission L'heure de vérité est retransmise également en direct sur les pages Facebook du docteur Jean-Aimé Mouketchou. Merci pour votre fidélité depuis plusieurs décennies. Chaque dimanche à 19h GMT, soyez branchés sur le 3xAfrique2050.com au rendez-vous médiatique dans l'émission L'heure de vérité d'Afrique 2050. Docteur Jean-Aimé Mouketchou reçoit en direct celles et ceux qui font l'actualité politique, diplomatique, économique, sociale et culturelle de l'Afrique et dans d'autres continents avec un panel riche des intervenants. Pour nous écouter en direct, c'est le 3xAfrique2050.com. L'émission L'heure de vérité est retransmise également en direct sur les pages Facebook du docteur Jean-Aimé Mouketchou. Merci pour votre fidélité depuis plusieurs décennies. Bonjour Jacques, j'espère que vous allez bien. Très bien, docteur Jean-Aimé Mouketchou. Bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur notre émission L'entretien vérité du docteur Jean-Aimé Mouketchou et Jacques Roger. Nous recevons ce dimanche 28 mars 2021 en exclusivité sur Afrique 2050, Madame Geneviève Lilon en direct depuis la région parisienne en France. Mais d'abord, chères auditrices et auditeurs, un mot sur notre invitée du jour, la professeure et actrice sociale française de l'OGG de la Guadeloupe, Madame Geneviève Lilon. Bonjour. Bonjour, docteur Mouketchou. Bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, à nos auditrices et auditeurs, vous êtes notre invité spécial du jour et vous êtes, comme je viens de l'indiquer, professeur et membre très influente, très influente donc, sur le plan social. Nous allons revenir. Vous êtes diplômé en lettres modernes, linguistique française et communication de l'Université Sorbonne Paris 3 en France. Je voudrais aussi signaler à nos auditrices et auditeurs que vous êtes professeur certifié de lettres modernes et habilité en langue vivante créole en région donc parisienne. Aussi, précisons détail, vous êtes artiste, engagé, je dirais même
très engagé pour la promotion des cultures créoles et vous êtes également présidente de l'association Jeunesse et Conscience. Voilà. Alors, vous êtes une femme très influente dans le milieu antillais et je voudrais aussi y aller aussi. Je pense que vous avez 3 enfants, 3 ou 4 enfants, c'est ça? 3 enfants et 3 petits-enfants. Voilà, vous avez 3 enfants. Et la première question que j'aimerais vous poser justement, est-ce que cette présentation vous convient-elle, Madame Lilon? Tout à fait, Dr Moketo. Elle me convient. Bien, merci. Chères auditrices, chers auditeurs, merci pour votre fidélité partout dans le monde, Afrique, en Eurasie, en Amérique et partout où vous nous suivez. L'émission de ce jour est exceptionnelle car nous recevons, comme je venais de vous le dire, une Française d'origine de l'archipel des Caraïbes, plus précisément de la Guadeloupe, un département français, une région qualifiée comme étant une région monodépartementale de l'outre-mer français. Alors, le regard des Antilles sur l'Afrique, c'est le regard d'abord d'Africaines et Africains déportés par des esclavagistes blancs et noirs qui se demandent toujours pourquoi, de nos jours. C'est le regard ensuite des Africaines et Africains restés sur le continent africain, continent mère, et qui se demandent aussi comment réparer bien sûr des dégâts donc de cette séparation brutale. Enfin, chères auditrices et auditeurs, ce sont les regards croisés entre, je cite, le discours contre le colonialisme, fin de citation, du géant écrivain, vous me permettez l'expression, du géant écrivain et homme politique français, à la fois poète, dramaturge, essayiste et biographe. Je vais citer donc Aimé Césaire et les poèmes du président académicien français d'origine sénégalaise, Léopold Sédar Senghor, que beaucoup ont taxé, vous permettez donc la citation, ça ne vient pas de moi, de collabo du colonialisme. Alors, Madame Lilon, cette introduction vous convient-elle? Absolument. Absolument. Alors, pour nous écouter, je voudrais préciser à nos auditrices et auditeurs que depuis les États-Unis, vous pouvez tout simplement former le 202 11 03 et vous avez la suite donc du numéro. Donc, vous composez donc le code 69 75 57 et puis pour participer, vous tapez donc le 5, donc 5 suivi de l'étoile. Et puis, pour écouter, je vais être précis, donc aux États-Unis, vous pouvez former donc le 425 341 80 73 ou bien le 641 793 07 48. Vous pouvez aussi composer le 641 793 95 80. En France, nous sommes suivis aussi sur le 01 80 14 11 55. Je reprends donc 01 80 14 11 55. En Belgique, plus 32 28 93 74 79. Nous sommes également écoutés donc depuis le Royaume-Uni en composant tout simplement le plus 44 33 03 32 63 50. Sans oublier donc le lien de notre radio Afrique 2050 que vous connaissez déjà. Et cette édition est retransmise également en direct sur les pages Facebook de Radio PDCB RDA et de ma plateforme numérique Jean-Aimé Moketo. En tout cas, merci encore pour votre fidélité. Nous battons des records d'audience. Je dis bien que nous battons des records d'audience. Alors, nous allons commencer par votre regard, Madame Lilon, sur l'actualité internationale. Alors, je voulais vous demander quelle est la situation de la COVID, ou bien le COVID-19, à l'échelle des Antilles, plus précisément en Guadeloupe. Alors, je n'ai pas de chiffres, mais en Guadeloupe, la Guadeloupe était beaucoup moins affectée jusqu'à maintenant que l'Île-de-France, en tout cas, et que la métropole. Et ils ne subissaient pas le couvre-feu ou le confinement.
Cependant, pour cette période, le couvre-feu a été avancé à 20 heures au lieu de 22 heures. Mais en Guadeloupe, il y a une certaine liberté qui permet encore d'avoir des relations sociales et d'avoir des activités de loisirs. Voilà. Donc, d'accord. Oui. Et comment vous vivez cette pandémie à l'échelle de la région d'Île-de-France? Alors, en Île-de-France, alors déjà depuis l'année dernière, c'était un grand choc parce que nous nous sommes retrouvés confinés sans y être préparés. C'était une nouveauté pour beaucoup vraiment, en tout cas pour cette génération. Je ne parle pas de d'autres générations, une génération qui a connu peut-être la pandémie, la peste ou autre, mais c'était pour moi, je l'ai vécu comme une violence, une certaine violence, parce que nous avons été privés de notre liberté très rapidement. Et puis aussi, les médias ont véhiculé une certaine des informations qui nous ont mis dans un état de crainte, de peur, d'effroi même, je pourrais dire. Et aujourd'hui encore, nous subissons, pour moi, des mesures qui sont imprévisibles parce que nous avons été confinés, nous avons été déconfinés, nous avons été mis sous couvre-feu, nous avons encore été mis sous restriction, par pas de confinement à proprement parler, mais de restriction. Donc, c'est une situation très difficile puisque les relations sociales s'envoient à menuisier, voire inexistantes. Et je pense que c'est une situation aussi qui a des incidences sur la santé, sur le devenir, notre devenir, puisqu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous projeter. À tout moment, les mesures nous obligent à vivre au jour le jour. Je le vis comme ça, voilà. Donc, vous le vivez ainsi. En tout cas, merci pour cette première réponse. Alors, je voudrais vous demander, avec bien sûr votre permission, si je vous demandais de présenter les Antilles, qu'est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots? Vous, en quelques mots, donc les Antilles, c'est un archipel d'abord, hein, ce sont des îles. Et comme vous l'avez dit, et c'est peut-être en rapport avec notre thème aujourd'hui, les Antilles, la population des Antilles découle d'une déportation, donc de l'Afrique, de toute la côte continentale africaine jusqu'à voilà, ces îles. Donc les Antillais ont ce fort lien avec l'Afrique parce qu'ils sont des enfants de la terre-mère, nous disons, qui est l'Afrique. D'accord. Alors, on parle tout souvent du concept ou bien de la notion du féminisme. Est-ce que le féminisme est ancré dans les Antilles ou précisément dans le département, si vous voulez, donc de la Guadeloupe? Autrement dit, le féminisme, vous me permettez cette question, peut-il être compatible avec la féminité, par exemple, antillaise? Excusez-moi, vous pouvez reprendre la question? Je voudrais autrement dit, vous demander, est-ce que le féminisme peut-il être, comment dirais-je, compatible avec, vous me permettez l'expression, la féminité antillaise ou guadeloupéenne? Alors, la féminité, si on donnerait une définition, ce serait quoi? Donc, la féminité, c'est le fait d'être une femme, d'assurer cet aspect de la femme, donc tout ce qui a trait à la femme, à sa beauté, et le féminisme très près de la condition de la femme. Donc aujourd'hui, est-ce que le féminisme est en accord avec la féminité? En tout cas, je pense que c'est un problème qui est général. Hein. La femme a aujourd'hui un problème parce qu'il a fallu d'abord qu'elle trouve sa place. Donc, elle trouve sa place. Mais trouver sa place dans une société antillaise est quelque chose d'ardu. Pourquoi? Nous savons que... Et là, nous pouvons parler d'un héritage, à non pas mettre la femme au deuxième, à une place qui est
différente de celle qu'elle occuperait dans les sociétés occidentales et qu'elle occupe maintenant. Donc, le féminisme serait une prise de position de la femme par rapport à une condition qui brimerait justement le fait d'être femme, sa féminité. Pour moi, ce serait ça. D'accord. Restons un peu sur une actualité. Vous allez me permettre encore. On ne peut pas faire l'impasse sur, comme vous le savez, le phénomène de la prostitution qui touche les Africaines en Afrique, mais aussi à l'étranger. Par exemple, en Inde, en Asie, comme au Moyen-Orient aussi, etc. Ces femmes, comme vous le savez, elles sont frappées par divers mauvais traitements inhumains, vous me permettez donc cette expression. Est-ce que cette problématique de la prostitution touche les Antilles de façon générale? Alors, la prostitution est une activité aussi vieille que le monde. Hein. On parlait de péripatéticienne. Et si elle touche les Antilles, oui, elle touche la femme en général, puisque d'abord, il y a des causes économiques. Hein. On sait que la prostitution est un besoin, une nécessité pour certaines personnes, qui manque de moyens. Donc, la prostitution, il y a cette prostitution que l'on connaît, celle qui est visible, celle de la femme, des prostituées de rue, mais il y a aussi cette prostitution un peu en sourdine, c'est-à-dire une manière de vivre qui s'apparenterait de la prostitution. J'entends par là, lorsqu'une femme n'a pas les moyens, par exemple, et ça c'est un phénomène qu'on peut constater aux Antilles, son ventre devient un moyen de subsistance, sa chair devient un moyen de subsistance. Donc, elle va se prostituer, s'offrir à des hommes. Ces hommes, parfois, sont des amants. Elle peut en avoir un, deux, trois ou un seul. Mais en tout cas, si vous voulez, elle n'est pas motivée par ni l'amour, ni le besoin d'être en couple, mais par la nécessité d'être prise en charge économiquement. Donc, voilà un peu ce qui se passe aux Antilles depuis la nuit des temps. C'était beaucoup plus sournois, on va dire, ou bien invisible à une époque. Les femmes s'étant libérées, la parole aussi s'étant libérée, elles assument quelquefois. Donc ensuite, il y a cette prostitution, bien sûr, comme on trouve à Paris, mais voilà. Donc elle est souvent liée à un manque économique, un besoin économique. D'accord. Bien. Merci, Madame Linon, qui est notre invitée exceptionnelle, qui est professeure donc, des lettres modernes, présidente de l'association Conscience Jeunesse, c'est bien ça, hein? Conscience Jeunesse. Oui. Voilà. Parlez-nous un peu de cette association. De quoi s'agit-il exactement? Vous faites quoi plus précisément dans la région parisienne? Alors, c'est une association qui a vu le jour en Guadeloupe, dans un collège. Donc, c'était à l'initiative d'une conseillère pédagogique d'éducation, donc Madame Mir, hein. Et donc, elle partait du constat que les élèves étaient en difficulté, nos élèves étaient en difficulté, non seulement nos élèves, mais les jeunes en général étaient exposés à des déviances, notamment la drogue, mais aussi des dangers, morts sur la route, des accidents sur la route, la violence, les grossesses précoces, les suicides précoces. Et donc, nous avions décidé, d'un commun accord, de monter cette association pour parer ces violences, prévenir d'abord et accompagner. Donc, il s'agissait d'informer dans un premier temps et d'organiser des forums avec des professionnels de santé, avec des professionnels d'associations. D'accord. De lutte contre la drogue et de la...
et, et d'autres d'autres acteurs, s'il faut le dire. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet de cette émission, c'est-à-dire le regard des Antillais sur l'Afrique. Là, je parle bien du regard des Antillais sur l'Afrique. Alors, chers auditrices et auditeurs, le monde antillais, comme vous le savez, c'est un monde complexe, je dirais même ultra métissé, et un carrefour des cultures au gré des brassages. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les Antilles? Les Antilles ont-elles, autrement dit, gardé de l'Afrique dans ce melting pot? Alors, je peux parler de la couleur foncée dominante, je peux parler de la pensée animiste, je peux parler des langues, vous me permettez donc l'expression, de négritude. Finalement, si vous reprendre donc, comme Mme Dillon pouvait le constater, reprendre donc Aimé Césaire et au Senghor. Et puis, le créole, la langue créole, c'est finalement quoi? Une identité, une évolution sémantique de langue africaine mixée par le français ou tout simplement, comment dirais-je, un mixage de langue africaine. Madame Dillon. Eh bien, le créole, longtemps, les linguistes ont voulu s'approprier l'exclusivité de la formation du créole, du français dans la formation du créole. Mais aujourd'hui, après quelques études, on s'est rendu compte que le créole, d'abord, est une langue. Puisqu'on disait, donc la définition rapidement en linguistique du créole et de la langue, c'est que le créole est une structure bien plus pauvre et en fait, il n'y avait pas, qu'il n'aurait pas de structure, qu'il n'aurait pas de lexique, qu'il n'aurait pas de grammaire. Et lorsque donc les linguistes se sont penchés sur le créole, ils se sont rendus compte qu'il y avait effectivement une syntaxe, qu'il y avait une grammaire, qu'il y avait un lexique et que ce n'était pas un substrat africain, que cette langue n'était pas été une langue africaine. Parce que si on regarde de très près le créole, que ce soit dans la syntaxe, que ce soit dans le lexique, que ce soit dans la pensée même, hein, ce sont des langues qui sont typiquement africaines. Le legs est vivace, si vous voulez. Donc, est-ce que vous voulez que je parle un peu de ces points que nous avons remarqués et qui nous viennent d'Afrique? Oui, bien volontiers, oui. Alors, dans la langue, par exemple, on peut constater que dans le créole, dans la conjugaison, il n'y a pas de déclinaison, par exemple, comme en français. Donc, en français, j'aurais je suis, j'étais, je serais. Donc, la déclinaison se marque juste à la fin du verbe. En créole, comme dans les langues africaines, le temps est marqué par ce que nous avons appelé en linguistique créole des marqueurs de temps. Donc, des marqueurs de temps que l'on va retrouver, par exemple, en lingala, puisqu'il faut savoir que le créole, par exemple, de Guadeloupe, a subi des influences des langues bantoues, hein, lingala, swahili, kikongo, et nous allons retrouver cette même structure syntaxique. Par exemple, dans une phrase comme « je vais te frapper », en lingala, on dirait « na, je, ko », le marqueur de temps, « beta », frapper, « yo ». Et à ce moment-là, le pronom est postposé, tout comme en créole. « En », « je », « ke », le marqueur de temps, « bat », « vous », postposition du pronom. Et on va retrouver cette postposition aussi dans les pronoms possessifs, par exemple. En lingala, on dira « maman nangai », littéralement « maman de moi ». En créole, on dira « maman moins ». Et cette postposition aussi, on va la retrouver aussi dans le pronom démonstratif, par exemple, ma maison, je dirais Ndolo Nangai, voilà, et je dirais cette maison, Kaz Lassa. Ce qu'on va retrouver aussi en lingala, Ndoyo Oyo.
le pronom démonstratif est postposé. Ensuite, ces marqueurs de temps, on les retrouve aussi en Wolof. Le Ngé et le Nga, qui sont des marqueurs de temps. Donc, voilà. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut trouver aussi le pronom personnel, par exemple en créole, ni dans les langues africaines, ne fait pas de distinction de genre masculin-féminin. En Swahili, par exemple, on dira Mama Yao, leur mère, que ce soit féminin ou masculin. En créole, on dira Maman Yo. Et vous constaterez que le Yao du Swahili est resté presque intact pour le Yo. Et c'est vrai qu'au niveau des pronoms personnels, nous allons retrouver aussi des pronoms personnels qui sont soit du Malinké, soit du Songo, soit du Ndjoula, soit du Kikongo, qui vont rester comme en Lingala, où on va trouver le I ou le Li. Donc, il y aurait des changements sémantiques, mais on retrouve le I comme le lui ou le il du créole, où l'on dit I comme en Swahili, où on va retrouver aussi le yao, comme je viens de le dire aussi. Donc, il y a des constantes qui sont la preuve que nos langues viennent bien de l'Afrique. Hein? Voilà. Je pourrais vous donner aussi, par exemple, il y a quelque chose qui est intéressant parce que j'ai noté, en Soussou, par exemple, on dit Awa veut dire oui. En créole, Awa a changé. Il y a eu un changement sémantique. Il signifie non. Mais il est resté. Quelque chose de typique, par exemple, en Guadeloupe, on dit Moon pour désigner une personne. En baoulé, le Moon, c'est pour catégoriser une personne. Donc, il y aura le Sramoun, les gens, Bakamoun, les garçons. Nous, aux Antilles, on dira Timoun, un enfant, Grand Moon, une grande personne, Viemoun, une personne âgée. Donc, signe que les Africains n'ont pas oublié leur langue, enfin les Antillais, les Africains déportés, qui sont devenus Antillais encore, après, n'ont pas oublié leur langue. Et des mots comme, par exemple, on dit fesses, on parle des fesses en Guadeloupe, et on dit le bunda. Donc, en malinké, on retrouve encore le bunda. En sango, on va trouver le ngonda. En djoula, le boda. Ou en kikongo, le mboula. Par exemple, pour désigner le tambour, sera en créole le boula. Et par exemple, pour parler du Gabon, alors vous m'avez donné un exemple, en Founou, on dit le malanga qui désigne l'ensemble des tubercules, alors qu'en créole, le malanga est une de nos tubercules. Voilà. Donc, il y aurait pléthore d'exemples comme ça, on pourrait passer du temps. Il y a au niveau de la phonologie, des choses qui ont changé, mais qui sont restées très proches. Par exemple, en créole, on dit « l'eau » pour l'eau, alors qu'en langue fon, on disait « glo ». Voilà. Il y a aussi des idées. Alors, j'avais cherché longtemps, en Guadeloupe, par exemple, on disait, en parlant d'une personne claire de peau, on dit « on moune rouge », une personne rouge. Et dernièrement, un de mes collègues maliens m'a dit qu'en Sonenke, en fait, quand on dit rouge, le mot clair de peau n'existe pas. En fait, on dit rouge. Et donc, notre moon rouge, personne rouge pour désigner la personne claire, viendrait du Mali. Voilà. D'accord. Bien, merci pour vos questions. D'accord, merci pour toutes ces précisions que je découvre. Alors, comment l'Afrique et les Africains sont-ils perçus aux Antilles? Tous les jeunes Africains de la fin du XXe siècle ont lu du French Fanon, peau noire et masque blanc. Ils ont écouté du kassav et dansé du zouk. Le Gabon a même produit, je vais citer cet exemple, a produit un grand chanteur de zouk, le défunt Oliver Ngoma. Aujourd'hui, la relation Antilles-Afrique
est de plus en plus distendue. Vrai ou faux, Madame Lilon? Vrai parce que, si vous voulez, l'Afrique, a été pendant longtemps une douleur et une honte. Par son passé historique, l'Afrique pour l'Antillais représente l'esclavage. C'est une condition qui n'est nullement valorisante. Ensuite, les médias ont contribué à véhiculer une image négative de l'Afrique en montrant un peuple pauvre, des régions désertiques, un peuple affamé aussi. Et longtemps, donc, l'Antillais ne se reconnaissait pas dans l'Africain. En plus, nous savons qu'avec la colonisation, et même pendant l'esclavage, il a fallu pour que les colons assoient leur supériorité, dire que tout ce qui était africain, noir, était dévalorisant. Donc la peau noire était dévalorisante, le parler pour eux, contraire de leur parler ourlé, c'est-à-dire nous on dit aux Antilles le parler grossiro, le parler guttural. On nous a dit que les langues africaines étaient grossières, vulgaires, donc désagréables à l'oreille. Et donc, voilà, c'était cette image qu'avait l'Antillais de l'Africain. Il a fallu attendre les années 1930 où des intellectuels ont commencé à se pencher sur l'Afrique et se dire, ben oui, l'Afrique quand même a une valeur, l'Afrique avait une organisation et que c'est la colonisation justement qui a désorganisé l'Afrique et qui a sali son image. On citait Césaire, Dr Moukétou, vous avez cité Césaire, vous avez cité Fanon, et Fanon dit que lorsque Césaire, qui était son professeur, est rentré un jour dans la classe et a dit le nègre est beau, il a été choqué. Et à partir de ce moment-là, il a commencé à réfléchir, une réflexion s'amorçait. Et donc, des intellectuels se sont penchés sur cette négritude, si vous voulez. Et puis, un jour, dans les années 1930, Paris est devenu la capitale nègre de la réflexion. Et ensuite, il a fallu attendre encore les années, disons, 78, fin 70, début 80, où les indépendantistes, les réfractaires ont commencé à dire « mais nos ancêtres ne sont pas les Gaulois, nous n'avons rien à voir avec les Gaulois et il faut que nous allions chercher, puiser dans nos origines ». Et donc, de réflexion en réflexion, nous arrivons aujourd'hui dans une réflexion qui se généralise parce que des associations ont vu le jour, parce qu'il y a eu des recherches, des banques de données avec des matricules d'esclaves. Et c'est vrai que le lien devient de plus en plus fort. Et puis les gens ont voyagé aussi. Ces réflexions, ces considérations étaient aussi le fruit de l'ignorance. Et aujourd'hui, nous avons la connaissance, nous avons les réseaux sociaux, nous avons Google, nous avons des moyens d'information et même d'éducation qui nous permettent de nous rallier et de retrouver ce lien avec l'Afrique, c'est vrai. Donc les jeunes s'y intéressent. Aujourd'hui, il y a des mouvements, par exemple NAPI. D'accord. Crépus et valorisé, avec des mannequins en vogue, des actrices en vogue, et on revendique son africanité. Pour certains. Hein. D'accord. Bien. Restons un peu dans le domaine musical. Madame Lilon, retrouve-t-on, comment dirais-je, les rythmes africains, par exemple, danser devant le tam-tam, la manière de s'habiller, au niveau des masques, par exemple? Alors, j'ai parlé de la musique et des danses. C'est vrai qu'en Guadeloupe, alors nous avons le zouk, nous en parlerons, alors j'y viendrai. Donc, lorsqu'on considère les danses traditionnelles des Antilles,
Martinique, Guyane, Guadeloupe, Haïti, c'est vrai qu'il y a cette prédominance des tambours. Et que ce soit en Martinique, que ce soit en Guadeloupe, que ce soit en Guyane, on observe qu'il y a 7 rythmes. Et lorsque, moi j'ai cherché, j'ai fait un peu le lien, puisque dans le cadre du mois du créole en Guadeloupe, j'ai eu l'occasion de travailler. Et sur un thème qui était… Et on remarque donc que les rythmes, s'ils ont changé, ils ont forcément changé puisqu'ils ont voyagé, sont encore présents. Alors, on observe par exemple dans le Broca, en Guadeloupe, une alternance, par exemple dans le chant, d'un soliste qui chante les couplets et du chœur qui reprend, qui entonne le refrain. Nous, nous appelons ces personnes les répondants. Et on observe aussi, comme en Afrique, la prédominance du rythme, par exemple, sur la mélodie. Il y a parfois l'émission de petits cris à caractère non musical aussi au milieu de la chanson qui rappelle un peu l'Afrique. Le battement cadencé des mains aussi. Les petits bouts de bois qu'on appelle tibois chez nous, on va retrouver dans le Bélay en Martinique aussi, qui sont de filiation africaine. Et malgré cela, donc, on ne peut pas dire que tous les instruments venus d'Afrique ont voyagé. Il n'y a que le tambour qui soit resté. Alors, dans les danses traditionnelles, par exemple, lorsqu'on on regarde les danses traditionnelles de la Guadeloupe, Martinique, etc., en Guyane, on remarque que leur origine est bien africaine et que c'était des danses qui étaient effectuées par les esclaves sur les plantations. En Guyane, il y a le casseko, avec 7 rythmes aussi, toujours 3 joueurs qu'on appelle tambouillés. En Guadeloupe, le broca aussi, d'ailleurs, le broca vient de brocard, qui désignait les tonneaux, la contenance usuelle des tonneaux qui servaient à la fabrication des tambours, puisque on sait qu'en Afrique, les tambours étaient confectionnés à partir de troncs d'arbres, de bois fouillés. Et donc, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que dans toutes ces traditions, dans toutes ces… et les traditionnels et ces chants traditionnels valorisent l'improvisation aussi, comme en Afrique. Donc, nous avons le Bélay en Martinique, le Groka en Guadeloupe, le casseko en Guyane. Oui, justement, Madame Lilon, excusez-moi de vous couper la parole. Est-ce que le vocal africain existe dans les chansons antillaises? Oui, je pense, parce que quand je parlais tout à l'heure de petits cris qui ne sont pas à caractère non musical, par exemple, on remarque que chez tous les afrodescendants d'ailleurs, que ce soit dans le jazz ou dans la musique, dans le chant antillais, il y a ce qu'on appelle, chez nous, ce qu'on appelle le boulaguel. C'est-à-dire, ce sont des sons qu'on va émettre, qui sont des onomatopées en fait, et on va le retrouver dans le scat. Et en créole, aux Antilles, on retrouvera le mokok. Et je pense que ça, c'est vraiment d'influence africaine. C'est l'influence africaine donc, qui est restée. C'est vrai que ça s'est décliné de manière différente dans chacune des îles, mais on retrouve chez les afro-descendants cette constance dans le chant vocal des Antilles. Bien, merci. Donc voilà, merci pour toutes ces précisions. Alors, les Antilles, justement, bien, les Antillais, se sont-ils français, antillais ou africains? Alors, ça dépend. C'est comme je disais, certains revendiquent cette filiation africaine. Certains, pour eux, cette filiation est tellement lointaine qu'ils ne se sentent pas concernés, parce qu'il y a des personnes qui ne se sentent pas concernées par cette histoire, qui ont envie d'avancer pour eux.
et puis de finir, de couper avec ce lien, comme je disais, douloureux et honteux. Et puis, il est français. Alors, l'Antillais peut se sentir français, mais on sait, vous avez parlé de colonisation et d'anticolonialisme, justement, et qui eux, veulent briser ce lien qu'ils ont avec la France et se revendiquer complètement africains. Et aujourd'hui, depuis quelque temps, on observe un retour de certaines personnes vers l'Afrique. Des Antillais se sont installés au Bénin, des Antillais ouvrent des entreprises au Sénégal, je pense qu'au Gabon aussi, donc des Antillais se sont installés. L'Antillais, ça dépend de l'éducation, ça dépend des aspirations, ça dépend du militantisme, du degré de militantisme, voilà, c'est ça. D'accord. Et le racisme, il semblerait que le racisme antillais contre l'Africain existe. Il existe, bien sûr, puisque on a parlé tout à l'heure de couleur. Et je vous disais que cette couleur, c'est la première chose, c'est le premier élément sur lequel le colon a bien insisté pour mettre l'Africain en état de soumission. Et pour le dominer, il a fallu lui dire qu'il est laid, que sa couleur est laide. Donc cette idée d'une couleur noire dévalorisante a traversé le temps et je pense que dans les familles, il est arrivé et il arrive encore qu'on fasse des différences de couleur, qu'on valorise par exemple un enfant qui aurait la couleur claire par rapport à un enfant noir parce que l'enfant serait plus africain, il ressemblerait plus à des Africains. Il y a quelque chose de typique par exemple aux Antilles. Vous savez, tous les Antillais, qu'il ait, comme on dit chez nous, des beaux cheveux, c'est-à-dire des cheveux un peu moins crépus, ils ont derrière la tête des petits cheveux là qui frisent. Et nous, on dit, et les mères s'appliquent à bien coiffer ses cheveux pour qu'on ne le voit pas parce que ça fait africain. Je sais qu'en Amérique, ils appellent ces petites frisettes, ils l'appellent des ancêtres. Et c'est pareil, il faut les faire disparaître. Donc l'Africain, en ce qu'il représente la honte, l'esclavage, la domination, n'est pas toujours accepté. La couleur noire est une couleur encore qu'on a du mal à accepter aux Antilles. D'accord. Alors, la proximité avec les Américains ou bien la proximité avec les Amériques a-t-elle une influence sur votre manière de vivre ou bien sur les Antilles? Alors, il y a forcément des influences, mais je pense que les influences sont plus musicales. Ce serait plus musical, bien que l'Africain, justement, et l'affiliation africaine n'est pas acceptée ou forcément même connue parfois, hein, mais la manière de vivre et encore la manière d'éduquer ses enfants, les relations sociales sont empreintes de l'Afrique. Et l'Amérique a une influence, oui, mais je ne pense pas plus que la France, pas plus que d'autres pays, puisque aujourd'hui, avec la télévision, les médias, les frontières sont ouvertes et on peut puiser un peu partout des manières de vivre ou de penser. Mais je pense que chez nous, la manière africaine est encore plus vivace que l'Amérique. D'accord. Alors, est-ce que la relation maître-esclave a disparu aux Antilles? Il faudrait interroger tous les indépendantistes, Élie Domota, qui s'accorderaient à dire qu'aujourd'hui, dans cet État, dans ce département, dans ces îles qu'on appelle départements français, il y a une domination coloniale. Elle est économique avant tout, puisque lorsqu'on connaît la situation économique des Antilles, lorsqu'on sait qui tient les rênes
de l'économie aux Antilles, donc nous parlerons bien sûr des béquets, nous voyons qu'il y a encore des relents de colonialisme, des relents de domination. Sans compter la France, on en parle pas, je pense pas que c'est le propos aujourd'hui. D'accord, d'accord. Alors, le territoire antillais, ou bien les territoires antillais, voilà, c'est mieux, géographiquement parlant. Disons donc, les territoires antillais peuvent-ils devenir indépendants un jour? Bon, c'est un peu osé, hein, vous posez une telle question. Je parle des territoires. Oui, il semblerait que tout a été fait pour qu'ils ne se libèrent pas. Alors, par exemple, si on parlait d'économie, on parle de liberté économique. Vous savez que les échanges économiques se font entre la France, tout est importé de France. Alors que les Antilles se situent dans un arc où autour d'eux, d'autres îles ont des ressources, mais oui, par un édit. Oui, justement, sur le plan économique, hein, le plan économique que vous êtes en train d'évoquer, on dit que la vie est trop chère aux Antilles. Est-ce que c'est vrai? On importe tout de l'Hexagone, donc de là-bas où vous vivez. Ne serait-il pas plus facile d'importer, par exemple, des Amériques? Ne faut-il pas décoloniser jusqu'aux Antilles? Ça, c'est un auditeur qui vous pose cette dernière question. Mais j'y venais parce que, bon, pourquoi tout est plus cher? Parce qu'il y a un octroi de mer assez lourd qui pèse sur les marchandises aux Antilles. Et justement, j'y venais, je disais que par un édit napoléonien qui subsiste, les Antilles, il ne peut pas avoir de relations économiques, d'échanges commerciaux interinsulaires. Et là est la question, comment se fait-il qu'aux Antilles, on ne puisse pas échanger entre îles? Alors, ça nous ramènerait à une autre réflexion sur la domination économique et la domination coloniale dans la Caraïbe. D'accord. Je ne développerai pas plus. Alors, revenons un peu sur le plan culturel, on en a déjà parlé. On a l'impression d'une stagnation et que les Antilles, la culture antillaise, pour être précis, ne s'exporte plus. Alors je ne sais pas si elle s'est exportée. Et là, on pourrait parler d'ostracisme, pas forcément de racisme. Et je pense qu'aujourd'hui, la culture antillaise, qui est riche, puisqu'elle est au carrefour, comme vous avez dit, des métissages, est une culture aussi qui reste nègre. Et en tant que culture nègre, elle est difficilement exportable en Europe. Il faut encore se battre pour cette image, pour faire tomber, pour effacer cette image du noir dans la culture et accueillir la culture antillaise comme une culture qui serait une culture universelle. Mais vous êtes française, vous êtes français et français. Vous êtes française. Alors, j'aime bien. Oui, nous sommes françaises, mais comme se plaisent à le dire les indépendantistes, nous sommes un peu plus foncés que français. Donc, voilà toute la différence. Mais aujourd'hui, c'est vrai, par exemple, le zouk c'est exporté. Mais le zouk, c'est exporté en tant que musique, si vous voulez, musique qui s'est modernisée. Puisque le zouk, s'il part quand même d'une influence africaine, puisqu'à l'origine du zouk, et Pierre Décimus, hein, on va le nommer, donc qui était un fanatique des musiques traditionnelles et des musiques de carnaval en particulier, et qui a eu l'idée avec d'autres musiciens de moderniser cette musique. Donc elle a pu s'exporter parce qu'elle a été modernisée, parce qu'elle a eu recours à des moyens technologiques. C'est une des premières
musique antillaise à utiliser la technologie MIDI, par exemple. Mais en tant que musique traditionnelle, identité caribéenne, la musique, par exemple, comme le Grouka, a du mal à s'exporter, bien qu'elle soit inscrite au patrimoine matériel de l'UNESCO. Donc, nous pensons que ce peut être une ouverture, mais très difficilement. C'est une mentalité à changer, je crois, en Occident. D'accord. De pouvoir accueillir ceux qui viennent de l'extérieur et ceux qui viennent. D'accord. Revenons un peu sur les auteurs antillais de la créolité, hein, c'est comme ça que vous appelez la créolité, voilà, de la négritude. Est-ce que ces auteurs gardent-ils l'esprit africain au moment où nous sommes sur Afrique 2050, 21e siècle? Alors, l'esprit africain, il y a des thèmes qui vont revenir, par exemple, comme je disais, sur le Grouka. Je cite, par exemple, Max Ricon, qui parle de cette... il parle en fait d'un tambouillé, c'est un percussionniste, hein, et de la transmission de son art à son fils. Et c'est vrai, il y a un beau passage où il parle de ce moment où le danseur comme le joueur sont en transe, et c'est comme un voyage vers l'Afrique, un retour vers l'Afrique via la musique. Après, les auteurs de la créolité ont adapté leur écriture à une, pas syntaxe créole, à des thèmes, à des schèmes créoles. Par exemple, je vais prendre en Guadeloupe, les femmes, ou dans les Antilles, avaient une manière de marcher en balançant les reins. Donc, nous, on dit « mitao, mitan moins », c'est-à-dire « voici le tien, voici le mien ». Et tout en passant, cette démarche chaloupée, nous la tenons de nos ancêtres africains. Donc, on va retrouver des expressions qui sont un peu francisées, des expressions créoles qui ont été francisées. Le lien à l'Afrique, oui, par des petits rappels, des petits clins d'œil. L'Afrique est toujours présente de toute façon dans notre culture antillaise. D'accord. Alors, quel est l'avenir de tous ces Antillais qui sont venus s'installer dans plusieurs régions, par exemple, de France, ou bien en France de façon générale? Alors, il y avait alors pour bien reprendre un peu l'historique, donc on ne parlera pas des migrations, hein, entre guillemets, antillaises vers la métropole, sans parler du BUMIDOM, le Bureau des migrations des originaires des DOM-TOM. Donc, quand les Antillais sont venus en France, c'était pour un avenir meilleur, mais c'était sur la base d'une promesse gouvernementale. C'était du temps de Debré, hein. Et donc, ils se sont installés. Certains ont su tirer parti de cette période pour... vous voulez parler de la Creuse, c'est ça? De la Creuse, par exemple. Alors, il y a eu le BUMIDOM en Île-de-France, donc beaucoup de personnes. Alors, la Creuse, c'était autre chose, parce que la Creuse, c'était les enfants de la Réunion. De la Nouvelle-Aquitaine. Oui, qui étaient déportés vers la Creuse encore. Mais de toute façon, il y avait toujours ces tentatives de substitution on dit, nous, génocide par substitution, c'est-à-dire de substitution de la population et de déportation, encore une fois, hein, vers la métropole. Donc, au départ, l'Antillais était venu pour avoir une vie meilleure. Certains ont réussi à s'installer en France, à acheter à acquérir des biens immobiliers, à obtenir des postes convenables. Et puis, l'aliénation aidant, ils se sont sentis français, hein. Donc ils sont restés, ils se sont confortés dans cette vie occidentale, dans cette vie parisienne, dans cette ville d'Île-de-France. Et puis d'autres
survivent. Donc, ils ont du mal, mais il y a le mythe français, le mythe de la France, le mythe de la réussite qui les empêche de retourner vers la Guadeloupe, même si, ou les Antilles en général, même si ça ne va pas bien. Et puis, il y a ces Antillais qui sont un peu plus, on va dire, conscients, qui se disent, eh ben voilà, nous n'avons pas trouvé notre place ici, nous n'avons pas réussi, il est temps de repartir, et ils repartent vers les Antilles, si ce n'est parfois vers l'Afrique carrément. Donc, est-ce qu'il y a un avenir? Eh ben, tout dépend des dispositions de chacun et des inspirations de chacun, je pense. D'accord. Bien. Merci, Madame Dillon. Je voudrais rappeler à nos auditrices et auditeurs que vous êtes sur Afrique 2050, l'émission Vérité de Dr Jean-Aimé Muketu et Jacques Roger. Nous émettons donc depuis les États-Unis. Nous restons donc, Madame Dillon, qui est professeure des lettres modernes en région parisienne. Alors, Madame Dillon, de nombreux Africains américains reviennent en Afrique pour retrouver, vous me permettez le mot, la mémoire. Voilà. Est-ce le cas des Antillais francophones? Alors, des voyages se sont effectués via les associations. Donc, des voyages sont organisés en Afrique et notamment à Gorée. Il y a ce besoin quand même de retourner à ses origines, ce besoin de connaître d'où on vient, puisqu'il est difficile aussi de progresser, il est difficile de se réaliser lorsqu'on ne sait pas d'où on vient. Donc, certains Antillais, effectivement, ont besoin de ce retour en Afrique. Ce peut être par un voyage et d'autres ont eu besoin aussi de retourner en Afrique, s'installer. Je parlais du Bénin, toute une famille, la famille Rémus, est partie en Afrique. Ce sont des gens qui ont ouvert une école, les Béninois demandent aux Afro-descendants de revenir sur leur terre. Et certains sont prêts à repartir. Après, ce n'est pas le souhait de la majorité. C'est qu'une poignée. Hein. D'accord. C'est une poignée donc des Antillais. Alors, pourquoi ne pas créer une entité pro-africaine entre les afro-descendants francophones et anglophones pour, comment dirais-je, pour une protection de l'Afrique, sim pour les Chinois ou les Israéliens de la diaspora? Eh ben, quand je dis sim, je vais dire comme pour les Chinois ou la diaspora de l'Israël, par exemple. C'est ce que je voulais dire, voilà, pour être précis. Ben, écoutez, docteur Muketu, nous sommes obligés de parler et de panafricanisme. Et nous savons qu'aujourd'hui, il y a une volonté d'unification entre des Africains et tous les Afro-descendants pour justement faire corps contre toutes les dérives et toute la domination et toute la pression dont nous pâtissons en ce moment. Donc oui, il faudrait. Des mouvements se sont enclenchés. Il n'y a pas longtemps, je pense que c'était l'année dernière, Kémy Séba, par exemple, est en Guadeloupe et il est venu parler, il est allé sur les terres antillaises aussi et pour voir ses frères et pour parler. Oui, il faut que les Africains et les Afro-descendants s'organisent pour créer une unité. Si elle n'est pas économique, politique, sociale, on en a besoin. Et je pense que c'est cette unité, on dit que l'union fait la force, qui permettra de faire corps. Mais en amont, il faudrait aussi une prise de conscience, parce que nous savons qu'il ne suffit pas seulement de ça, il suffit d'une éducation aussi, et puis il faut une volonté politique, il faut une prise de conscience de chefs d'État africains aussi, pour faire cesser, pour tourner dos à la corruption. Il y a des tas de manœuvres à mettre en place. D'accord. Peut-être que ça verra le jour. La route est longue.
La route est longue, elle est vraiment longue. Alors, peut-être pas sur le plan éducatif. Les Antillais qui ne peuvent plus se faire entendre, par exemple, en France. Alors, Madame Lilon, peuvent-ils se tourner vers l'Afrique? Quand je parle de l'Afrique, l'Afrique subsaharienne, par exemple, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Bénin, le Sénégal, le Ghana, l'Afrique du Sud, etc. Dans les domaines, par exemple, de l'éducation, de la science, de la culture, etc. Mais je pense que, comme nous l'avons dit, l'image de l'Afrique a été dévalorisée, a été saccagée. Et lorsqu'on regarde attentivement aux Antilles, par exemple, dans l'éducation, l'éducation antillaise a pour socle une éducation africaine. Il faudrait s'appuyer sur l'Afrique. Je sais qu'aujourd'hui, en Île-de-France, des associations africaines se lient avec des associations antillaises justement pour mener ce combat. Je sais qu'aujourd'hui, dans certains gouvernements, nous avons parlé du Bénin, alors peut-être qu'au Gabon, on en a parlé aussi. En tout cas, ce sont des gouvernements qui favorisent le retour, qui favorisent les liens, les échanges avec les Antillais pour une avancée. D'accord, très bien. En tout cas, merci pour toutes ces précisions. Alors, nous avons une auditrice depuis justement la Guadeloupe, hein, nous sommes très suivis en Guadeloupe, qui vous pose la question suivante. Les Antilles doivent-elles rester des territoires français? Une grosse question. Est-ce qu'ils doivent rester des territoires français? Je pense que tout peuple aspire à sa souveraineté. Ceci dit, depuis les années, depuis l'époque post-coloniale, rien n'a été mis en place par le gouvernement, justement, pour accompagner les territoires d'outre-mer vers une indépendance, au moins une autonomie. Est-ce qu'ils doivent... Vous êtes français, vous êtes sur le territoire français. Nous sommes sur le territoire français, mais la question qu'il faudrait poser, et ce serait un long débat, que gagnent les Antilles à rester français? Que perdraient-ils s'ils n'étaient pas français? Et que gagne la France à garder les territoires d'outre-mer? Bien. Bonne question. Hein? En tout cas, est-ce que vous avez des réponses aux questions que vous venez de poser? J'ai des réponses. J'ai des réponses quand on sait que, par exemple, le territoire maritime de la France serait réduit s'il n'y avait pas les Antilles. Les Antilles représentent un gros réservoir de biodiversité. C'est une plateforme militaire. Que dis-je encore? Nous pourrions citer beaucoup d'éléments qui permettraient de dire que la France n'a pas d'intérêt immédiat de laisser les territoires, en tout cas les Antilles, devenir des territoires autonomes, même libres. D'accord. En tout cas, sur cette émission, on ne parle pas de la séparation voilà. des Antilles et la France. Nous précisons que les Antilles, ce sont des territoires français. Voilà, vous êtes française, donc à 100%. Alors, Madame Lilon, je vais vous poser une question, peut-être qui va vous gêner. Est-ce que vous avez pensé un jour faire l'arbre généalogique de votre famille? Oui, je voudrais, en fait, c'est une façon de vous demander, est-ce que un jour vous êtes posé la question, bon, je suis française, mais mes ancêtres viennent d'Afrique. Est-ce que vous avez une idée de ce territoire africain? Autrement dit, où voudriez-vous vivre s'il vous était donné de vous réincarner?
Alors, j'entends pas trop là. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un problème au niveau du son. Alors, je reprécise ma question. Est-ce que vous m'entendez là? Pas trop bien. Voilà. Est-ce que vous avez un jour pensé de faire l'arbre généalogique de votre famille? Vous m'entendez là? Alors, attendez, ramasse. D'accord, voilà. Je voulais préciser que nous sommes sur... Voilà, j'entends. Ne bougez pas votre caméra. C'est bon là, c'est bon. Ne bougez l'arbre pas. généalogique a été fait par un cousin. En tout cas, nous, dans notre famille, nous avons retrouvé le matricule de notre ancêtre esclave. Et nous savons aujourd'hui, dans ma famille en tout cas, qu'il y a du Nigérien, du Gambien, de la Sierra Leone. Voilà. Donc, nous avons un peu retrouvé nos origines. D'accord. Alors, je reprends ma question. Où voudriez-vous vivre s'il vous était donné de vous réincarner? Ah bien, s'il m'était donné de me réincarner, eh ben, je retournerais vivre sur les terres de mes origines. C'est-à-dire au Nigeria. C'est vrai que j'en ai plusieurs. Hein. Donc, du côté de mon père, j'ai des origines indonésiennes. Du côté de ma mère, des origines africaines. Donc, j'ai le choix. D'accord. Alors, restons sur le regard des Antillais sur l'éducation. Trouve-t-on la manière, le respect des aînés, la parole donnée, le conseil des anciens pour résoudre, par exemple, les conflits chez les Antillais, comme chez les Africains? Alors, comme je disais, la base de l'éducation africaine est restée aux Antilles. Hein. On remarque que, par exemple, dans l'éducation, l'enfant n'a pas le droit de parler sans y avoir été invité. Un enfant ne peut pas rester parmi des adultes et écouter des conversations d'adultes. On leur demandait de sortir de la pièce. L'aîné est écouté. Alors, il y a une posture qu'on nous demandait d'adopter. Je rappelle, quand j'étais petite, l'enfant n'avait pas le droit de lever ses yeux et regarder un adulte en face. Il devait baisser la tête. Je pense que c'est un héritage africain. Et donc, l'aîné a sa place. L'aîné a une parole de valeur. Et c'est la raison pour laquelle, dans les familles antillaises, les aînés étaient écoutés. D'accord. Alors, je dis était parce que c'est la disparition de la télévision, l'avènement des réseaux sociaux. Les jeunes ont connu d'autres modes et revendiquent d'autres manières de vivre. Mais c'est vrai que avant, comme on dit chez nous, en temps longtemps, autrefois, l'aîné avait sa place et une place importante. D'ailleurs, l'aîné restait dans la maison familiale. Il restait bien souvent chez sa dernière fille ou son dernier enfant, en tout cas. Il n'y avait pas encore d'EHPAD. Les EHPAD sont des établissements qui sont apparus très tôt. Oui, Madame Lilon, justement, sur le plan social, est-ce que vous placez les anciens, comme on les appelle en Afrique, dans les maisons de retraite médicalisées appelées, comme vous disiez, donc, les EHPAD? Mais non, justement, non, ça ne se faisait pas. Ou bien, pardonnez-moi, ou bien vous les gardez à la maison ou dans les familles, comme on l'observe en Afrique, par exemple, subsaharienne. Oui, c'est... Madame Lilon? Antillaise, les restent avec un enfant, les derniers nés. Le phénomène placement en EHPAD est récent.
Les EHPAD ont vu le jour il n'y a pas trop longtemps. Il y a eu des maisons de retraite et puis les EHPAD en ce moment. Mais c'est vrai que si la mentalité des jeunes a évolué, la mentalité des anciens aussi a évolué. Certains anciens ne veulent plus être une charge pour la famille et préfèrent être en EHPAD où ils bénéficient d'activités, où ils sont pris en charge médicalement. Donc, voilà. Mais c'est vrai que dans la tradition antillaise, l'aîné restait dans la maison avec un de ses enfants. D'accord. Avant de vous libérer, en tout cas, merci beaucoup. Je vais vous poser les 3 dernières questions. Alors, on parle souvent d'une Afrique noire très riche en ressources du sol et du sous-sol, avec une population très pauvre. Quel est le regard, vous l'avez presque dit, mais j'aimerais avoir des détails, s'il vous plaît. Quel est le regard des Antillais sur cette problématique de la pauvreté en Afrique noire? Alors, comme je vous le disais, c'est pas... C'est pas, oui. Les problèmes, ce n'est qu'une poignée de personnes qui pourraient, on en a parlé tout à l'heure, ce serait plus des personnes, des militants qui auraient ce regard sur l'Afrique en se disant, eh ben, justement, il faudrait d'une unification des afrodescendants, des Africains, comme je le disais, il faudrait d'autres organisations pour éviter cette ingérence de la France justement dans les affaires de l'Afrique, et ce qui permettrait aussi à l'Afrique de se développer. Mais nous savons qu'il ne suffit pas non plus de jeter la pierre à la France, il faudrait aussi une mobilisation. Mais ce n'est pas une préoccupation de la majorité en France. Enfin, en France. Les Antilles, d'accord. Des Antillais en France et des Antillais aux Antilles. D'accord. Alors, attendez, parce que... excusez-moi, parce que là, j'ai un problème technique, je n'entends pas bien du tout. Je vous entends, ne touchez pas votre caméra, je vous entends parfaitement. L'avant-dernière question. D'accord, c'est moi qui n'entends pas. Vous m'entendez là? Oui, très faible, mais c'est pas grave, je vais me débrouiller. D'accord. Alors, prenons le cas de la cuisine, au niveau des plats. De la cuisine, Ah, la cuisine, oui. Voilà. Au niveau des plats, est-ce que vous gardez aux Antilles cette originalité africaine? Tout à fait. Tout à fait. Je pense que notre cuisine antillaise est vraiment le reflet de la cuisine africaine. Alors, je prendrais par exemple, les sauces feuilles, toutes les sauces, par exemple, le fombois au Congo ou le ndolé au Cameroun, le sakasaka au Sénégal, c'est décliné en kalalou, donc la feuille de manioc, et qui était utilisé dans ces plats. Là, ça a la feuille de mission du poisson séché dans les plats. On retrouve aussi aux Antilles la tradition des beignets en huile plongeante, comme les acras. Dans tous les pays d'afro-descendants, on retrouve ces beignets-là. Alors, on va retrouver les tubercules aussi. Donc, on mange la patate douce, l'igname, comme en Afrique. Le riz est bien d'ascendance africaine parce que je pense que tout Antillais chez lui pense premièrement à mettre un sac de riz dans la cuisine. Le riz est la base de l'alimentation aussi. Alors, nous avons la soupe Congo. On a gardé le nom Congo. C'est une soupe où on y met un peu de tout, des tubercules, des pois du jardin. Donc, je pense que c'est de tradition africaine. Alors, il y a un plat qui ressemble aussi au tchèp du Sénégal. C'est un plat que nos grands-mères faisaient avec du chou, de la carotte et de la viande salée ou de la morue. On mangeait avec du riz. Voilà. Donc, oui, notre cuisine est essentiellement d'origine africaine. Ensuite, les Indiens sont arrivés. Donc, nous avons par exemple le colombo, qui est d'origine indienne. Mais c'est vrai que nos plats
Et inconsciemment, l'Antillais mange ses plats. Et je vais vous raconter une petite anecdote qui est assez marrante parce que j'avais organisé justement dans le cadre du mois créole une journée créole dans un restaurant sénégalais. Et j'avais concocté le menu avec la restauratrice. Et lorsque certains Antillais ont vu le saka-saka, ils avaient un peu de mal en se disant « Ah ouais, mais c'est de la nourriture africaine ». Et je leur ai dit « Mais regardez bien, ça ressemble à un plat de chez nous ». Et c'est quand, si vous voulez, j'ai délié les liens, alors ça c'était des liens psychiques, ils se sont dit « Ah ben ouais, c'est une sauce feuille aussi, oui, ça ressemble au kalalou ». Et tout le monde a trouvé ce plat très, très, très bon. Voilà. Donc, voilà. Oui, notre cuisine est bien d'origine africaine. D'accord. Alors, Madame Lilon, dernière question avant votre mot de la fin. La posture, je parle bien de la posture antillaise, rappelle-t-elle les postures africaines? Je vais citer quelques exemples. Porter les choses, par exemple, sur la tête. Assez amusant aux Antilles. Bon, j'en ris maintenant, mais c'était dramatique. C'est que lorsque j'étais enfant, par exemple, il y a deux choses pour lesquelles nous nous faisions réprimander. C'était les mains sur les hanches et les pieds par terre, les pieds nus. Donc, je pense que ce sont des legs africains. Et cette posture de la main sur la hanche, sur le côté, c'est une posture africaine. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je parlais tout à l'heure de la démarche chaloupée des femmes, avec la tête haute. Et je me plais à dire que justement, la tête haute, c'est une posture qu'on réclame dans les grands milieux bourgeois de France. Alors que la femme africaine, naturellement, a cette posture. Et c'est une posture que l'on observe chez les Antillaises. Il y a aussi longtemps, les femmes, dans les années 80, je voyais encore par exemple ma grand-mère et puis les anciennes, porter des charges sur la tête. Donc, soit elles avaient un coussinet, ou soit certaines les portaient à même la tête. D'accord. Bien. Madame Geneviève Lilon, je voudrais vous demander… Alors, il y a deux choses, on les porte sur le dos. Le pagne avait disparu, mais on les portait aussi sur le dos. Et puis après, il y a le langage des yeux, quand les mères nous réprimandent, il y a aussi les mimiques faciales. On plisse la bouche, on tourne, voilà, tout ça. Et puis, il y a par exemple aussi l'acquiescement de la tête. En Occident, on écoute tranquillement. Je pense qu'en Afrique, c'est un peu… il n'est pas bien séant d'écouter l'interlocuteur sans acquiescer. Donc, l'Antillais a gardé l'acquiescement aussi. Et puis, dans les années 80, on va dire 70, dans les campagnes de Guadeloupe, certaines personnes mangeaient encore avec les mains. J'ai observé aussi chez les personnes âgées une façon de nettoyer, de passer, d'épousseter avec des grands gestes larges. Une manière aussi de se baisser, voilà, qui est une posture africaine aussi. Et puis, le chip, le kip qui est resté, avec une phonation plus ou moins longue selon le degré de mépris, hein, voilà. Tout ça sont des postures qui sont des legs africains. Il y en a d'autres, hein, voilà. J'ai répondu à votre question? Oui, parfaitement. Alors, je voudrais, avec votre permission, vous demander de nous présenter votre mot de la fin. Alors, mon mot de la fin, qu'est-ce que ce serait? Oui. Deux personnes. Je pense qu'un arbre, avant qu'il puisse déployer ses branches et porter des fruits, il faut qu'il soit bien enraciné. Et bien souvent, on observe dans les sociétés antillaises des déviances, des comportements déviants, des comportements inexplicables.
Et je pense que c'est l'absence de connaissance de soi-même, d'une part, et puis l'absence de connaissance de ses origines qui amène à ces déviances comportementales. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut connaître ses origines pour pouvoir avancer. Et à défaut de pouvoir retourner en Afrique, il faut s'informer, il faut fréquenter des Africains. Et moi, très tôt, j'ai fréquenté des Africains. C'est dès l'université, j'ai fréquenté des Africains. J'ai mangé avec les mains avec des Sénégalais. J'ai dansé avec des Congolais. Voilà, donc je pense que c'est ce qui m'a construit et qui m'a permis de dire, comme on dit chez nous, d'être une femme debout. Et aujourd'hui, si on ne retourne pas en Afrique, si on ne fait pas ce lien, nous on parle de lionnage, de lien avec l'Afrique, si on ne fait pas ce lien, on ne peut pas couper. Et autant la souffrance a été difficile, je pense, pour les Antillais qui ont été déportés, autant la souffrance a été dure aussi, a été forte pour l'Afrique qui a perdu ses enfants. Donc aujourd'hui, je demande la réunification de la grande famille. Voilà. Bien. Professeur Geneviève Lilon, merci beaucoup d'avoir honoré notre invitation. À très bientôt sur Afrique 2050. À nos auditrices et auditeurs, grand merci encore pour votre fidélité depuis plus de 10 ans. Merci et à très bientôt. Honoré, ému avait envie de parler sur ce lien entre l'Afrique et les Antilles. Et pour moi, c'est un honneur et c'est un privilège. Merci.